Je vous présente Édouard Andrieux, qui est directeur produit au Monde. Ça fait 17 ans qu'il est au Monde et il a commencé il y a 17 ans en tant que développeur. Donc belle aventure. En 17 ans, il a participé à plusieurs refontes des apps, du mobile, du desktop, et il a revécu l'histoire encore et encore, et il vient partager avec nous la dernière migration qu'ils ont faite sur le web, avec une histoire incroyable, sur une timeline assez longue. Il vous racontera tout ça en détail. Voilà, pour les questions, app.wizambly.com avec LPC1. Okay, et puis je reviendrai après. Édouard, à toi. Merci Pauline. Bonsoir, je sais que j'arrive à la fin, ou quasiment à la fin d'une assez longue journée. J'ai préparé cette présentation un peu en catastrophe, donc je vais attendre de vous pas mal d'indulgence. Ce dont je vais vous parler là, effectivement, c'est comment on refait le monde. Et donc j'ai eu la chance de refaire le monde plusieurs fois dans ma vie, comme Pauline vient de l'expliquer. La dernière fois, on a essayé pas mal de changer notre façon de faire, et c'est ça que je vais vous raconter. Donc ce qu'il fallait retenir de cette longue présentation, c'est que c'était une refonte lean, qu'on a essayé de repartir d'une page blanche. Je vous donne là un peu les clés de ce qu'on va raconter après. Donc on a essayé de repartir d'une page blanche, qu'on a voulu vérifier les performances de ce qu'on faisait au fur et à mesure, qu'on a fait des déploiements progressifs et qu'on a introduit de nouvelles méthodologies qui sont le design sprint, et d'essayer de vraiment appuyer nos décisions par la mesure. Je recommence depuis le début. Refaire le monde, là dont on parle, c'est le site web. Les sites web en fait, puisqu'on a 2 sites web encore aujourd'hui. On a un site web desktop, un site web mobile. Et le grand projet dans lequel on s'est lancé, c'est de refaire ce site web pour en faire un seul, ces sites web pour en faire un seul. Et on a commencé par le mobile. Et l'essentiel, enfin même quasiment l'intégralité du talk aujourd'hui, ça va être la première partie, qui est l'aventure jusqu'à à peu près la présidentielle l'année dernière, l'aventure qui nous a amené à remplacer notre ancien site web mobile par le nouveau. Sachant que ce nouveau site web, il a vocation à devenir le site web tout court du monde. Et ça, c'est une aventure qui est encore en cours. Donc, pourquoi refaire le site? En fait, déjà, on n'est pas très très fiers de l'expérience utilisateur qui est donnée par le site actuel. Et puis, on a un business model qui évolue beaucoup. Ces dernières années, il y a quand même pas mal on est pas mal chahuté sur la pub en ligne. Vous avez entendu ça maintes et maintes fois. La progression des revenus publicitaires en ligne est complètement captés par Google et Facebook. Si on veut continuer à donner un futur numérique au monde, ce qui est évidemment l'objectif, on sait très bien que les revenus print qui restent assez importants vont continuer de baisser, et aujourd'hui le numérique ne permet pas de faire tenir la rédaction, de subvenir aux besoins d'une rédaction. Donc si ces revenus print continuent de baisser, il faut absolument que les revenus numériques augmentent pour compenser ça et arriver à soutenir cette rédaction de 400 journalistes. Donc il faut augmenter les revenus numériques à un moment où en fait la pub semble pas être vraiment la piste de main. Donc on ne peut pas abandonner la pub non plus, mais il y a vraiment intérêt à ce qu'on arrive à créer un business d'abonnement et un business dans le payant. Donc il y a vraiment derrière cette refonte ce grand objectif-là, permanent en fait, qui est un objectif que je suis depuis les 17 ans en question, c'est donner un avenir à cette rédaction et au journalisme de qualité. Donc, on reprend. Donc oui, il faut qu'on le refasse parce qu'il est pas fou, parce qu'il est trop compliqué. Il nous prend un temps dingue à maintenir. À chaque fois qu'on veut rajouter une nouvelle fonctionnalité, ça nous prend un siècle. Donc il faut qu'on le refasse. Mais alors, comment on fait? Alors, on avait des habitudes. L'habitude, jusqu'à cette fois-là, c'était de s'enfermer dans une salle, souvent pas aussi agréable que celle-là. Et
travailler, essayer d'explorer des pistes, construire des maquettes. Et puis, à un moment donné, quand on a quelque chose qui ressemble un peu à un projet qui tient la route, aller voir les personnes les mieux payées de la boîte et voir leur opinion. Donc, aller demander au highest person opinion, donc highest paid person opinion, donc aux hippopotames, ce qu'ils en pensent. Et essayer de déchiffrer le retour de l'hippopotame, voir s'il est plutôt favorable ou plutôt pas favorable à ce qu'on pousse ces maquettes et qu'on les développe et qu'on fasse effectivement qu'on lance ce projet-là. Mais en général, l'essentiel des informations qu'on avait, c'est en gros notre conviction à nous et puis l'opinion de l'hippopotame. Et puis après, ce qu'on faisait en général, c'est ça. C'est you, c'est parti, on met en ligne et on saute dans le vide. Et on voit si on atterrit quelque part, si le parachute y tient, et ainsi de suite. On a fait ça, moi j'ai fait ça de très très nombreuses fois. La fois précédente, la plus récente, c'était en 2014 avec la refonte de nos applis iOS et Android. On a tout changé, puis on s'est jeté, et puis ça s'est pas trop mal passé, mais enfin on a eu quand même de sacrées secousses. Et voilà, au final on est très content du résultat, mais ça a été quand même un vrai saut dans le vide. Et donc on peut se demander si vraiment il n'y a pas un moyen d'éviter de risquer de se planter complètement. Donc ce qu'il nous faut en fait, c'est trouver... Oula, je ne m'y attendais pas à celle-là. Donc, ouais, dire qu'il y a un autre moyen, en fait, c'est essayer de repenser qu'est-ce qui nous fait peur quand on saute dans le vide, en fait, qu'est-ce qu'on risque au final. Ce qu'on risque, c'est que le nouveau site n'ait pas les performances de l'ancien, et je parle performance au sens très large. Mais en gros, si les revenus sont moins importants, si les gens viennent moins souvent, ainsi de suite, c'est la catastrophe. Alors que naturellement, en fait, dans les cycles précédents, tout ce qu'on regardait, c'était est-ce qu'en fait, on a un périmètre fonctionnel complet. Et en fait, c'est ça que je veux dire dans cette slide-là, c'est que plutôt que de penser à s'assurer qu'on a vraiment tout ce qu'il faut avant de lancer, et à vérifier que ce qu'on a fait est assez efficace, est assez addictif pour que les utilisateurs reviennent, génère assez de revenus. Donc ce qu'il faut, c'est trouver une boussole, c'est trouver un moyen de s'assurer qu'on est sur le bon chemin, qu'on se rapproche de la destination. Et la destination, c'est un site qui est meilleur, mais qui est meilleur à plein de titres. Donc nos grands objectifs là, c'est qu'on ait une excellente expérience utilisateur, que le site soit plus léger, mais évidemment, il faut impérativement qu'il soit aussi performant que l'ancien. Et donc pour ça, il faut se reposer la question du business model. En fait, c'est quoi notre business model? Comment on vérifie la performance de notre site? La façon d'évaluer nos performances, en général, elle se résume à 3 grandes catégories de chiffres. Des chiffres d'audience avec les pages vues et les visiteurs uniques mensuels, le chiffre d'affaires publicitaire et le chiffre d'affaires abonnement. Ce qui sont évidemment l'ensemble des éléments très importants. On peut se poser des questions sur les pages vues, mais en tout cas, disons que mesurer l'audience, vérifier les chiffres d'affaires associés, c'est évidemment très important, mais ce n'est pas très actionnable d'un point de vue produit. Donc ce qu'on s'est dit, en fait, c'est que ça serait pas mal d'aller un poil plus loin et dans l'analyse de ça, et de voir qu'est-ce qui cache derrière ces éléments. Donc derrière le chiffre d'affaires pub, ça reste la monétisation, mais l'audience, le découper en notre capacité, la capacité du site qu'on crée et la capacité du site qu'on veut remplacer à acquérir de nouveaux lecteurs, la capacité à engager ces lecteurs, à les fidéliser, à faire qu'ils viennent et qu'ils reviennent, la capacité à monétiser cette audience gratuite, à convertir nos utilisateurs assidus à s'abonner, enfin à les convaincre à s'abonner, à les recruter en tant qu'abonnés, et enfin à les garder comme abonnés, à les fidéliser. Donc ce qu'on se dit là, c'est ces 5 axes-là, ça doit être par la mesure de ces axes-là que l'on pourra arriver à évaluer si on est sur les bons rails. Ce qui sous-entend en fait de pouvoir faire vivre simultanément l'ancien et le nouveau. Et c'est l'idée de cette refonte-là, ça a été de se dire en fait,
on ne va pas faire, comme les fois précédentes, un saut dans le vide. On va tâter l'eau du bain et petit à petit rentrer dans le bain, mais en y allant doucement et en vérifiant au fur et à mesure que tout se passe bien. Et donc, on a procédé à un déploiement progressif où dès le premier pourcent de notre audience qui a été exposée à ce nouveau site, on a vérifié sur ces 5 axes-là que le site fonctionnait bien. Donc voilà, donc c'est très bien tout ça, mais par où on commence? Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Et en fait, la dernière fois, justement, quand on avait fait la refonte de l'appli, il y a eu un moment assez douloureux ça a été assez douloureux d'arriver à rattraper le périmètre fonctionnel de la précédente. Et en fait, il y a une vraie question, est-ce que l'ensemble des fonctionnalités de ce qui existe aujourd'hui tient la maison? En fait, quels sont les murs porteurs? Quelles sont les fonctionnalités qui font que les gens reviennent, qu'ils s'abonnent ou qu'ils ne s'abonnent pas? En fait, on a beaucoup de complexité et on ne sait pas ce qu'apporte chaque chose. Cette complexité, un des moments frappants de ça, c'était se rendre compte qu'à un moment, on avait voulu améliorer nos boutons de partage, de se rendre compte qu'on avait 7 templates différents d'articles à corriger pour pouvoir changer les boutons de partage. Est-ce que vraiment ça se justifie d'avoir une telle complexité? On n'en est pas certain. Bref. Comment on évite le piège de l'inventaire fonctionnel, de devoir tout refaire, de peur qu'il y ait une partie qui tienne la maison? Et en fait, la réponse à ça a été dit, mais si on peut mesurer, on peut prendre des risques. Donc si on peut mesurer l'efficacité d'1% du site sur 1% de l'audience, si sur ce pourcent-là c'est très mauvais, on aura appris quelque chose et c'est pas très grave. Et donc du coup, on s'est dit, soyons radical et repartons de rien, repartons plutôt du strict minimum. Et ça, c'est le cœur le monde, c'est cœur LM. Et c'est le premier chantier sur lequel on s'est lancé, c'est essayer d'imaginer vraiment l'expérience la plus minimaliste qu'on pouvait faire pour pouvoir l'exposer, mesurer, et une fois qu'on a mesuré, constater l'écart qu'il y a entre ce micro-site et le gros bousin qu'on cherche à remplacer. Essayer de voir, en fait, s'il y a une telle distance à parcourir. Et du coup, avoir une idée de où on est sur la carte, en fait. On a une boussole et on a une carte à partir de là. Donc ce cœur LM, c'est en fait une page article, une seule, titre, texte, une home, la plus simple possible, je vous la présenterai après, de la pub, parce qu'en fait, si on veut vérifier, il faut que l'ensemble des éléments du business model soient présents, et des pages articles réservées aussi, parce que s'il n'y a rien qui est réservé aux abonnés ou qu'on ne tombe pas sur quelque chose de réservé, on ne risque pas de prendre des abonnements. Donc, si on veut mesurer l'ensemble du business model sur ce petit embryon de site, il faut qu'il y ait tout. Mais le minimum de chaque. Donc, typiquement, la pub, c'est un seul pavé pub. Voilà. Et donc, l'idée, c'est à partir de là d'être dans des itérations, de mesurer cette première version, voir comment elle se comporte, voir aussi quels sont les axes les plus importants de travail, et donc nous assurer qu'on porte notre attention et nos réflexions et nos travaux là où c'est le plus important. Et ainsi de suite, itérer jusqu'à ce que en fait, le site en construction, qui est en vert sur le graphe, là, remplace l'ancien site qui est avec les pointillés. Dès qu'il est aussi puissant que l'ancien sur ces axes-là, a priori, il n'y a plus aucune raison d'attendre et autant le déployer. Ça ne veut pas dire que le travail est fini, parce qu'il y a toujours des progrès à faire, mais là, on est confiant, et donc on ne saute pas dans le vide, parce que ça y est, on a des preuves que ce qu'on va sortir est aussi efficace que l'ancien. Alors ça, c'est très bien. Maintenant, il y a un grand sujet, c'est une fois que nous, on est convaincus de notre histoire, et qu'on se dit, ça y est, on a un bon moyen, il faut arriver à obtenir l'adhésion de tous. Et obtenir l'adhésion de tous, c'est notamment, pas que, mais notamment obtenir l'adhésion des hippopotames. Et ça peut faire peur à un hippopotame, le côté, en fait, on ne va pas te poser plus de questions que ça, parce qu'en fait, on a notre mécanique, donc on va se débrouiller, on va y arriver, en fait. Tout ce qu'on veut, c'est que tu nous dises que tu ne veux pas changer de business model d'ici l'année prochaine. Si on reste dans les clous, a priori, nous, on va refaire la même chose, mais juste ça sera plus léger, ça sera plus beau, et ça permettra demain d'être beaucoup plus efficace, parce qu'on saura qu'est-ce qui apporte quoi, et on pourra avancer mieux. Et donc pour ça, en fait, on a mis en place un système, en fait, un rituel
qui permet de maintenir la direction dans la boucle et qui est vachement important en fait pour s'assurer d'avoir l'adhésion de la direction. Donc pour ça, on a créé un truc très pompeux, le Conseil supérieur de la refonte unifiée. Je crois qu'on avait même encore plus d'anagrammes. C'était évidemment de l'humour, mais c'était quand même comme ça qu'on l'appelait. Et quelque part, il y avait aussi la volonté de dédramatiser le truc un peu en l'appelant comme ça. Mais en tout cas, ce conseil, l'idée c'était de le réunir une fois par mois et de présenter l'état d'avancement de nos travaux. Et donc, ces travaux, en fait, ils sont selon 3 axes. Un premier axe de recherche, c'est en gros, une fois qu'on a fait une première mesure et qu'on constate que, en fait, on est très mauvais dans un des, je sais pas moi, sur l'acquisition de nouveaux lecteurs. Là, ça peut être intéressant d'avoir une petite phase de recherche pour essayer de comprendre qu'est-ce qui cloche. Donc cette recherche, ça peut être des tests utilisateurs, des rencontres avec des utilisateurs, ça peut être de l'analyse data, ainsi de suite. Bref, l'idée c'est que le conseil puisse commander à une cellule de recherche des études sur des points, et puis il va au conseil suivant venir avec ses résultats. Il y a une autre cellule qui est une cellule de conception à qui le conseil va demander trouve un moyen d'améliorer tel axe. Et donc avec un objectif, avec un KPI clair qui doit être amélioré. Et la cellule de conception va réfléchir à ce sujet-là. Concrètement, en fait, va mener des design sprints, mais je reviendrai là-dessus un peu après. Explorer des pistes, faire des prototypes, les tester, et revenir vers le conseil suivant avec, ben voilà, en fait, pour améliorer l'engagement de nos utilisateurs, pour faire qu'ils reviennent plus souvent, mais on pense que ça serait intéressant de proposer l'inscription à une newsletter, par exemple. Et en fait, non seulement on a pensé ça, mais on a testé une façon de l'insérer dans l'article. Quand on a fait les tests utilisateurs derrière, ça s'est bien passé. Et nous, ça nous paraît être quelque chose de pertinent et donc quelque chose que vous devriez essayer de développer pour voir en situation réelle ce que ça donne. Et donc effectivement, à ce moment-là, le conseil va se dire, bon, ben ça c'est une bonne piste, donc on y croit, on croit à la méthodologie qui a été mise en place, et donc on l'envoie en développement, et l'équipe de développement va revenir un mois après avec des mesures concrètes sur le pourcentage de lecteurs qui auront été exposés à cette variante, pour dire en fait, bah oui, ça a marché ou non, ça n'a pas eu les résultats escomptés, donc on continue d'itérer, et le conseil peut décider bah si, continue d'itérer ou non, en fait, ça y est, on a passé trop de temps sur ce sujet, passer sur un autre. Voilà. Et du coup, ça permet de maintenir le directoire dans la boucle, sans jamais leur demander la couleur du bouton, si ça leur convient, ou s'il faut qu'il soit à gauche ou à droite. C'est vraiment, voilà, vous voulez qu'on prenne des abonnements, vous voulez que les abonnements y restent, ben on a ces chiffres-là, on a fait ça pour ça. Ils sont quand même partie prenante de la stratégie pour corriger le problème, mais en fait sont moins intéressés aux solutions et plus sur la progression. Bref, donc du coup, on a eu l'adhésion de tout le monde. Il y a tout un gros pan que j'ai coupé dans ma presse qui raconte comment on a aussi travaillé à faire en sorte que toute la maison adhère au projet avec pas mal de présentations. Mais bref, une fois qu'on a tout le monde qui est embarqué, on peut démarrer. Et donc démarrer, ce qu'on a dit, c'est en fait, à ce moment-là, on n'a rien. En fait, on n'a pas encore cet embryon. Donc par où on commence pour faire cet embryon? Eh bien, par la page article. Et là, on se donne des objectifs. Alors, je ne vais pas le faire pour l'ensemble des éléments, mais juste pour donner un petit exemple sur la page article, comment on s'y prend, c'est essayer de se reposer la question mais au juste à quoi ça sert. Et ça, c'était assez étonnant à quel point c'était une question rafraîchissante de se demander comment on peut, comment on peut évaluer l'efficacité d'une page article. Et en fait, ce qu'on veut quand quelqu'un arrive sur une page, sur un de nos articles, c'est que déjà, dès que ça s'ouvre dans son navigateur, il est quelque chose qui l'incite à continuer sa lecture, en tout cas être le plus incitatif possible. Et puis après, une fois qu'il va commencer à lire, que ce soit confortable, et que ce soit engageant, et que du coup, il ait envie de continuer. Alors il y a évidemment le contenu et le sujet principal de ça, mais l'avantage c'est que si on peut arriver à faire des tests qui sont simultanés sur les mêmes contenus, on peut avoir une idée de l'impact réel de la forme sur le fond. Et voilà, et donc on a commencé à réfléchir à ça. Et pour ça, effectivement, on a pas mal utilisé Design Sprint pour essayer de prendre des raccourcis. C'est en fait se dire, c'est la première fois qu'on faisait ça, plutôt que de développer
et de se rendre compte après coup de ce que ça donnait, essayer de présenter des prototypes à des utilisateurs. Donc c'est rien de révolutionnaire. Et je pense que beaucoup d'entre vous dans la salle faites ça régulièrement, mais pour nous c'était quand même la première fois où on s'est mis dans une approche systématique de test utilisateur. Et du coup, d'être vraiment dans une phase où on a des convictions assez fortes sur les éléments qu'on a conçus avant de les envoyer en développement. Donc pour ça, je ne saurais que recommander le bouquin Design Sprint, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, après pas mal de cycles comme ça, on a pu définir ce cœur d'expérience, ce cœur LM. Et donc voilà, ça donnait ça. Donc ça, c'était la page article telle qu'on l'a sortie en décembre 2016, dans laquelle vous remarquerez qu'il n'y a pas de navigation. Parce qu'en fait, dans le cœur LM, il n'y avait pas écrit navigation. En fait, on est sorti avec un truc qui n'avait même pas de navigation. On savait très bien que ça serait nécessaire à un moment ou à un autre, mais en fait, c'est intéressant de savoir quel impact ça a et quelle est l'importance de la navigation. Donc on a effectivement un logo. Alors, il est cliquable. Il se trouve qu'il est cliquable. Il n'y a rien qui l'indique. Et donc les gens pouvaient aller sur la une comme ça, mais il fallait qu'ils le devinent. Et voilà, juste le contenu. On a l'équivalent pour les articles réservés, et où là, on s'est un peu posé la question, et on a fait dans les design sprints et dans les quelques itérations avec les tests utilisateurs, pas mal d'essais pour voir comment on peut un peu mieux raconter pourquoi s'abonner, là où en fait on avait quand même plutôt l'habitude de mettre un bouton avec 1 € le premier mois, et puis c'est tout. Et enfin la une. Et la une, en fait, ce qu'on avait mis là-dedans, c'est les 3 articles principaux et puis brutalement les contenus antéchronologiques. On n'a pas de conviction éditoriale là-dessus. À ce moment-là, en fait, on se dit juste, on veut avoir la une la plus simple qu'on peut tester le plus vite possible. Et donc, c'est ça qu'on a envoyé. Donc, juste pour revenir un peu sur la timeline, en fait, ça, du coup, ça nous a amené, en fait, effectivement, donc début décembre, on a commencé les tests, et après, on a eu en fait toute une cycle itérative qui nous a permis de gagner en confiance sur le produit qu'on était en train de développer, jusqu'au lancement à 100% en avril dernier, donc en avril 2017, donc juste avant la présidentielle. Donc voilà, on a cet embryon de site, on le déploie à 1%, on mesure. Et on va vers le fameux CSRU présenter les résultats. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est les slides que j'ai présentés effectivement au conseil la première fois qu'on a pu mesurer des choses. Donc le premier point, c'est que en fait, je vous avais dit qu'on allait mesurer sur 5 axes. Et donc le premier, c'est l'acquisition, la capacité du site à recruter de nouveaux lecteurs. Le problème, c'est qu'en fait, c'est pas facile à mesurer ça. Donc en fait, il y avait en fait cette volonté de l'afficher, de dire, en fait, on ne sait pas le mesurer. N'empêche, oui, si ça va être un petit élément de saut dans le vide, parce qu'en fait, on ne saura pas exactement ce que ça donnera, parce qu'il n'y a aucun moyen, enfin, il n'y a pas de moyen, en tout cas à notre portée, pour faire des tests de référencement et de SEO. L'impact sur la viralité, on n'a aucune idée de comment on peut le mesurer. Bref, donc la capacité en fait, qu'à ce site-là à acquérir de nouveaux lecteurs, en vrai, on n'en sait rien et on ne sait pas le mesurer. Donc, on continue d'y réfléchir, mais on ne sait pas. Donc, c'était mon premier retour vers le conseil. L'engagement, en appareil, en fait, ce qu'on souhaite mesurer, c'est vraiment la capacité de fidélisation. Là, en fait, ce qu'on a utilisé, c'est un proxy qui est très imparfait. C'est déjà au moins un premier élément qui est, en fait, mais combien de pages vues par visite nos utilisateurs font. C'est très loin de l'ambition de cet instrument de mesure, mais on peut passer des mois à avoir la mesure qu'il faut. Il y a un moment où en fait, on fait avec les éléments de mesure qui sont à disposition. Donc, si on regardait juste sur les pages vues par visite, là c'était assez étonnant de voir, assez frappant, de voir que malgré l'absence de navigation, finalement, le nouveau site, ça suffisait. Alors, ce qui n'est pas complètement étonnant pour un site web mobile, là où on sait qu'on a une très grosse partie de notre trafic qui vient de Facebook et qui retourne en direct. Donc beaucoup de visites à une page. Mais voilà. Mais donc ça c'était quand même un enseignement intéressant sur le côté. Mais en fait, si on regarde que ça, peut-être qu'on n'a pas besoin de navigation. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas, mais en tout cas, il n'est peut-être pas la peine d'y passer un temps dingue.
Côté pub, ça semblait très bien. Ça semblait même être tout de suite mieux que l'ancien site. Alors là-dessus, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait un effet d'aubaine. C'est qu'en fait, on avait fait un pari sur le pavé, le 300-250, qui était encore peu vendu sur mobile. Et il y a des effets d'offre et demande dans la pub programmatique qui fait que on était sur 1%. Oui, c'était très bien vendu sur ce pourcent-là. Mais qu'est-ce que ça peut donner en étendant le site et en prenant l'ensemble de notre inventaire? C'est pas du tout dit qu'il se serait vendu aussi bien. Donc là, signe plutôt encourageant, mais à prendre avec des pincettes. Ensuite, c'est le recrutement à Beau. Et alors là, c'est la baigne. Là, vraiment, le nouveau site, c'est une catastrophe. Il transforme rien du tout. Bon, en vrai, c'est pas étonnant parce que le nouveau site qu'il contient, ce cœur LM à ce moment-là, c'est seulement des pages articles réservées, et c'est au fond de la page article réservée qu'il y a un bouton pour s'abonner. Sachant que les articles réservés ne sont pas particulièrement mis en avant. C'est-à-dire que pour les gens qui vont sur la une, il n'y avait pas de règles ni rien, aucun système pour pouvoir mettre en avant particulièrement nos articles abonnés. Donc il fallait que les gens tombent dessus, qu'ils scrollent. Bon, bref, c'était pas gagné que ça soit aussi bien que l'ancien site. Et enfin, sur la rétention à Beau, pareil, ce que voudrait mesurer là, c'est vraiment le renouvellement d'abonnements. Mais bon, un premier proxy, c'est les pages vues par visite. Si nos abonnés utilisent moins le site, il y a des chances que ça ne soit pas de très bons signes pour la suite. Et là, on a effectivement quelque chose qui va moins bien, mais qui n'est pas catastrophique et qui nous dit, oui, si, quand même, là, peut-être qu'il va falloir qu'on trouve quelque chose pour faire une navigation. Bref. Le vrai problème, là, c'est la Beau. Donc, on se dit, on suggère au conseil que ce serait bien qu'on travaille sur ce sujet-là pendant un mois. Et le conseil concède. Et donc, on travaille là-dessus. Et un mois après, on revient avec notre avancée. Et donc là, ce qu'on a présenté à ce moment-là, c'était l'évolution du taux d'entrée dans le tunnel au fil du mois d'exploration. On a voulu rattraper les performances de l'ancien site. Je vais passer assez rapidement sur ces slides-là parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais en gros, on a commencé par rajouter à côté du logo un bouton d'abonnement en testant différentes variantes. Ça a permis d'améliorer un petit peu les résultats, mais on était encore assez loin Enfin, ça a permis de doubler les performances, mais ça en reste quand même très loin de l'ancien site. On s'est dit peut-être qu'on pourrait mettre en pied d'articles quelque chose de plus engageant sur les articles gratuits. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était les articles payants où il y avait un petit argumentaire. Là, c'est sur les articles payants, sur les articles gratuits, rajouter quelque chose. Aucun impact. Et puis finalement, après, on a rendu le header sticky. Et là, donc le logo Le Monde, en fait, à ce moment-là, s'est effacé. Mais là, on l'a laissé fixe, donc avec le bouton à côté. Et en gros, ça, essentiellement, et en touchant un peu au wording, nous a permis de rattraper l'ancien site. Mais ça avait été hyper douloureux. C'est-à-dire, en fait, nous, on s'était lancé dans le chantier en se disant, les anciens boutons les boutons de l'ancien site, ils étaient tout nuls. Il y en avait 8, ils disaient rien. Franchement, ça devrait être facile de rattraper les performances. Et on a eu très chaud. Et en fait, on voyait les jours passer et la date du prochain rendez-vous avec le CSRU approcher et se dire, mais en fait, on ne va pas relever le challenge. Ça va être un truc. Donc quand même, on a essayé de comprendre un peu mieux ce qui se passait. Et donc un premier truc, ça a été de voir quel est le comportement des gens une fois qu'ils ont cliqué. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que sur le témoin, donc l'ancien site, en fait, il a été difficile à battre sur l'entrée. En fait, c'était difficile de rentrer. Par contre, ceux qui rentraient et qui viennent du nouveau site avaient un bien meilleur comportement. C'est qu'en fait, ils restaient plus longtemps, ils scrollaient un peu, donc ils étaient intéressés. Et en fait, on a su pourquoi, parce qu'en fait, on a fait des enregistrements de sessions utilisateurs avec Hotjar. Et en fait, ce qui se passait sur l'ancien site, on n'avait même pas rendu compte, on s'en était même pas rendu compte avant. Il faut que je ouais. On le voit partiellement parce que Hotjar n'enregistre pas tous les éléments, mais on avait un interstitiel dont la croix de fermeture se positionnait justement sur le bouton d'abonnement. Si vous voyez là, paf. Et donc battre l'ancien site avec ce système-là, ça a été très 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 difficile. Et il y a personne, je vous assure, il y a personne qui a fait exprès de faire ça à un moment donné. Mais en fait, voilà, des mauvais hasards.
Et donc, du coup, on a compris pourquoi c'était avait été aussi difficile de rattraper les performances dans un site. Mais en fait, on a réussi, et non seulement ça, mais effectivement avec quelque chose qui a plus de valeur, parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de chances que les gens qui cliquent sur notre bouton, et pas en faisant l'erreur de fermer d'appuyer sur la croix de fermeture, sont un peu plus intéressés parce qu'ils vont y découvrir derrière. Donc voilà, et donc du coup, en gros, on passe ces cycles-là et on arrive, en améliorant d'autres choses et ainsi de suite, à avoir assez confiance, avec des zones d'ombre, effectivement, sur le SEO notamment, et puis d'autres aspects où, en fait, ce qui était assez difficile à évaluer, mais on était beaucoup mieux armés que les fois précédentes pour prendre la décision du déploiement. Et ça tombe bien parce que la présidentielle approchait à grands pas et que là, il était vraiment temps de déployer, donc ce qu'on a fait. Depuis, il y a eu un peu un trou d'air. On a eu des sujets budgétaires, on a eu des difficultés RH aussi. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui ont fait que le chantier a été un peu mis en pause. Il est maintenant relancé. On va bientôt commencer à faire un micro-déploiement sur le desktop, avec une phase qu'on n'avait pas dans la version mobile, qui va être une vraie phase de bêta. En fait, on a 1000 de nos abonnés avec qui on a un dialogue permanent et qui va accéder de façon, qui va pouvoir choisir d'accéder prioritairement à la prochaine version du site. Ce qui est très important pour nous parce que là, on fait un pari par rapport à nos utilisateurs plus important que sur le site web mobile. Le site web mobile, c'est notre site le plus important. C'est là où il y a le plus de trafic. Par contre, nos abonnés, ils ont leurs habitudes beaucoup sur et le site desktop et les applis. Mais typiquement la une du site web mobile, elle a un trafic qui est quand même assez faible. Parce qu'effectivement, nos utilisateurs les plus engagés, et évidemment nos abonnés parmi eux, ont plus ce réflexe d'aller vers nos applis ou sur leur ordinateur vers le desktop. Bref, donc on a un plus gros challenge là, et donc on va essayer d'avoir, avant la phase de déploiement automatique, avant même le 1%, avoir une population bêta qui va regarder ça. Ce qu'on a appris sur tout ça, donc je le disais au début, mais en fait, arrêter de penser en périmètre fonctionnel et dire en fait ce qui est important, c'est le résultat, c'est ce que ça va donner en fait. Donc que ce soit pour une refonte ou pour une fonctionnalité, ce qui est important, c'est comment ça se mesure, comment les utilisateurs le perçoivent. Là, j'ai donné une très forte orientation data à ce que j'ai raconté, mais vraiment la partie de dialogue avec l'utilisateur s'est très nettement développée à cette période-là, et c'est aussi important, et les performances du site dont je parle là, c'est aussi la façon dont les utilisateurs le perçoivent. C'est que c'est plus important de travailler sur les problèmes que sur les solutions, et d'amener les décideurs à revenir à ça et à se dire en fait, mais ce qu'ils veulent, c'est des résultats, c'est de s'assurer qu'on travaille sur les qu'on s'adresse aux bons problèmes, et que finalement, que ce soit telle ou telle autre solution, c'est pas forcément le sujet principal. On a appris à écouter nos utilisateurs. Donc effectivement, la mécanique du design sprint et une vraie habitude de test utilisateur s'est installée. Donc du coup, maintenant, on a tous les 15 jours 5 personnes qui viennent, quoi qu'il arrive, pour regarder les choses sur lesquelles on travaille, pour qu'on puisse les observer, utiliser le site actuel ou manipuler des prototypes. Et ça, c'est vraiment un très gros pas en avant. On avait déjà fait quelques tests utilisateurs avant, mais c'était systématiquement a posteriori et très difficile d'insérer les modifications induites dans notre roadmap. Donc voilà, on a fait un très grand pas là-dedans. On a appris à mesurer en se méfiant des vanity metrics. Pendant très 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 longtemps, on ne regarde que les visiteurs uniques mensuels. On est très fiers d'avoir 9 millions d'utilisateurs par mois, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'ils font pour de vrai? Qui sont ceux qui viennent souvent, et ainsi de suite. Et puis s'outiller aussi, on a beaucoup utilisé Amplitude, qui est un partenaire de cette conférence, qui nous a beaucoup aidé à évaluer l'impact de ce qu'on fait, à faire des suivis d'événements précis, à regarder le taux de lecture, à voir comment il s'améliore en fonction de la taille de la police, ainsi de suite. On a beaucoup appris avec Amplitude, et on a beaucoup appris à regarder la donnée d'une autre façon.
Et puis on a appris à itérer vraiment en apprenant, en affinant, et pas simplement des itérations qui sont dans la couverture fonctionnelle, encore une fois. C'est-à-dire qu'on était dans des cycles itératifs et dans des méthodologies agiles, mais qui étaient dans la progression de la couverture d'un objectif fonctionnel et pas dans la remise en question de l'objectif fonctionnel et l'exploration et la découverte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci Edouard. Alors j'ai quelques petites questions. La première, comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette méthode en venant de si loin sur la migration précédente en termes de méthodo? Ça a correspondu à un premier moment où je commençais à en avoir un peu marre d'être au monde. Et je suis allé voir ailleurs si en fait on ne voulait pas de moi. Et donc j'avais très très envie de rejoindre le Guardian, qui était vraiment à ce moment-là et qui est toujours en fait vraiment un modèle de développement produit pour la presse. Et donc j'ai passé pas mal d'entretiens avec le Guardian et en travaillant ça, j'ai découvert précisément leur façon de travailler et j'ai eu l'occasion de l'appliquer derrière. Donc ça s'est bien passé. Voilà. Donc, au Monde, vous avez beaucoup de ressources. J'imagine que vous êtes une énorme team produit, design, développeur. Ouais, après avoir vu Blablacar, je suis pas sûr qu'on soit énorme, mais... Et quelles sont tes recommandations pour suivre une méthode similaire, mais dans des plus petites boîtes, voire dans des boîtes où en fait c'est plus ou moins externalisé? Je ne suis pas du tout sûr que que la taille soit un avantage pour appliquer cette méthode-là, en fait. Ce qui est important, c'est la capacité à prendre des décisions et à embarquer tout le monde dans le fait que qu'est-ce qui est important, quelle est la métrique qu'on veut avancer, sur laquelle on veut avancer. Et moi, j'ai plutôt l'impression que plus on est petit, mieux ça se passe. Après, c'est une question de diversité dans l'équipe. En gros, je pense que c'est vraiment important d'avoir un bon designer, un bon développeur, mais je pense à trois, on peut faire on peut faire beaucoup de choses. Okay. Deux petites questions techniques. Amplitude versus GA. GA, c'est plus un suivi d'audience et Amplitude, c'est un suivi d'événements. Donc, ce que ça veut dire derrière, c'est qu'un GA va être très bon pour aider à déterminer de l'attribution, pour suivre des populations, encore que. Là où Amplitude est vraiment une boîte à outils formidable pour surveiller tous les éléments de l'expérience produit et du coup derrière de pouvoir regrouper des cohortes et comparer leur comportement. Donc c'est un peu plus un équivalent de mix panel que ça. Donc du coup on utilise les deux en fait, mais pas pour les mêmes usages. Je suis pas sûr que ce soit très clair, mais je suis même pas sûr que ce soit très très clair dans la tête en fait. Mais t'aimes bien les deux. Pardon ? Mais t'aimes bien les deux. Oui. Petite question. Du coup, tu disais que tu faisais venir 5 personnes toutes les 2 semaines dans les bureaux. 5 personnes tous les 15 jours. Pardon. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que tu dis ça et en fait vous le faites une fois par mois? Non, on le fait vraiment. Après, au cœur de l'été, il y a eu 2-3 arrêts. À Noël, il n'y avait pas grand monde, ainsi de suite. Mais non, c'est très sérieux. Ouais. Et du coup, en termes de logistique, c'est assez lourd. Donc, est-ce que tu peux nous dire, comment vous organisez, comment vous trouvez les personnes à faire venir, est-ce que vous les rémunérez, voilà. Là, on a un bol incroyable, c'est qu'en fait, on a des fans pas possibles. Alors du coup, il y a un biais là-dedans, mais en même temps, notre refonte, on veut d'abord qu'elle plaise à nos utilisateurs fidèles. Donc, ça pour dire qu'en fait, on a juste publié un article au tout début de la démarche, donc en juin 2016, où avec un lien vers un Typeform ou je ne sais plus quoi, qui permettait de s'inscrire et de décrire un peu qui était derrière ça et qui sont les utilisateurs qui ont envie de tester. Et on a eu des milliers de candidats juste en 24 heures. Donc, je crois que c'est 2005, un truc comme ça. Enfin, vraiment. Et donc, du coup, c'est assez facile, avec une base de données assez qualifiée. Donc,
Si on veut des gens âgés de tel âge à tel âge, machin, enfin, on passe des contacts. On a des lapins, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui nous... C'est-à-dire que quand on cible, quand on envoie un email pour dire est-ce que vous voulez venir, on a beaucoup de gens qui nous disent oui, parce qu'en fait, ils sont vraiment très très motivés. Après, par contre, des fois, ils viennent pas. Mais bon, voilà, mais ça arrive. Mais, par contre, on rémunère pas, non. Enfin, on a un tote bag, la refonte. Dernière question. Demain, tu arrives au boulot. Juste avant, c'est en fait, je voulais quand même signifier. Enfin, je vais pas citer tous les gens, mais en fait, il y a quand même un travail extraordinaire qu'a fait quelqu'un qui s'appelle Audrey Williamson, que j'ai essayé d'entraîner dans la galère aujourd'hui pour faire le talk avec moi, et qui a vraiment beaucoup porté ça. Et en fait, cette démarche Kali. Et puis, si je la cite elle, je cite aussi Nicolas Galland, que Tiga nous avait proposé pour la partie data. Et lui aurait une bien meilleure réponse que moi sur Google Analytics et Amplitude. Donc, dernière question. Demain, tu arrives au boulot et on te dit qu'il faut faire une autre refonte. Qu'est-ce que tu fais différemment ? Alors, en fait, je risque pas d'arriver demain au bureau parce que en fait, je suis toujours présenté comme directeur produit au monde, mais je viens d'en partir en vrai. Et donc, on va continuer cette démarche, mais oui, on va faire d'autres fois. Et donc, si dans ton prochain job, il faut faire une migration, qu'est-ce que tu fais différemment ? Je pense qu'il est vraiment important, c'est d'avoir l'adhésion des hippopotames, mais plus profonde que celle que j'ai obtenue, et s'assurer effectivement à toutes les étapes que la direction est vraiment engagée et sait ce qu'on fait et peut avancer. Ça a été une douleur un peu difficile. Voilà. Merci beaucoup d'avoir fait cette présentation en un temps record.